Nadjar. Louis, on va écouter dans quelques instants cette prise de parole qui a beaucoup marqué, c'était il y a quelques mois, en janvier, devant les supporters du Paris Saint-Germain. On a bien vu qu'il y avait quelque chose de très fort qui vous unissait par-delà les générations presque de supporters. On était quasiment 20 ans après votre départ. Ça vous a ému ? D'abord, déjà, j'étais avec avec Bein, parce qu'on était en train de faire le match. Bein a racheté les droits de la Coupe de France. Ouais. Et je me suis mis, on était bord de terrain, et puis j'étais en train de regarder dans cette fameuse tribune. J'avais les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient sur un côté, et de l'autre côté, j'avais les supporters de Châteauroux. Et puis je regardais, parce que j'aime bien regarder ces images, pour moi c'est important. Et puis je voyais que les supporters de Châteauroux ou les supporters du PSG se comportaient remarquablement bien. Et puis il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas d'insultes, il y avait rien. Je dis, ça me plaît, j'aime cette ambiance, on va à l'extérieur. Et puis après, je les ai regardés pendant une mi-temps agir, puis à la fin, j'ai été les voir pour les féliciter, pour leur dire bravo ce que vous avez fait aujourd'hui, vous étiez là, vous étiez présent, même si quand ils ont égalisé, vous êtes resté content, vous avez toujours encouragé votre équipe. Puis cette relation, moi avec les supporters, pour moi ça a toujours été important. Les supporters, c'est important. Être dans un club et avoir les supporters derrière soi, pour moi, il faut les respecter parce qu'il faut que tu saches une chose, c'est que les joueurs ou un staff n'ont pas les mêmes conditions. Les supporters, c'est pas pareil. On vit pas de la même manière. Tu vois, ça, il faut tout de suite le voir. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Puis nous, on a un devoir, c'est de leur donner un plaisir, d'essayer d'avoir un engagement. C'est comme ça que j'ai toujours considéré le supporter du Paris Saint-Germain. Alors Louis, vous avez été le capitaine du Paris Saint-Germain. Je voudrais qu'on écoute une archive, c'est votre dernier match et votre dernier but avec le PSG. On est en 86, le PSG accueille Bastia. Finalement, c'est le capitaine du PSG qui va clore le score sur pénalty, Fernandez signant ainsi son dernier but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Cette victoire représentait pour moi le titre de champion de France avec mes partenaires et tout ce que l'on a réalisé cette saison. Je crois que on a quand même été premier dès la deuxième journée jusqu'à la dernière et je crois que cela c'est un exploit. Et pour la deuxième fois qu'une équipe parisienne est championne de France, je crois qu'on peut tirer un grand coup de chapeau et mes partenaires comme mon entraîneur et comme les dirigeants, je crois qu'ils méritaient cela après 8 années que je suis à ce club, que l'on réalise enfin ce grand événement d'être champion de France. Louis, qu'est-ce que vous avez ressenti cette dernière soirée avec le Paris Saint-Germain, avec le maillot du PSG ? C'est quelque chose de magique, parce que on avait déjà, on va dire en 82, on avait cette finale de Coupe de France face à Saint-Étienne. C'était le premier titre qu'on gagne au pénalty. Et ensuite, on a on va dire l'arrivée d'un entraîneur comme Gérard Houllier, paix à son âme. C'est un homme qui nous a vraiment apporté quelque chose avec sa façon d'être. Et puis c'est vrai que le côté humain que chez lui aussi j'ai beaucoup capté. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite donné le rôle de capitaine, d'être le leader. Et quand tu es leader, tu as des responsabilités. Et les responsabilités, il faut savoir respecter un peu ce qu'on te demande et d'agir en fonction du travail. C'est-à-dire que tu es leader, tu dois montrer toujours l'exemple. Et surtout ne pas faire quelque chose qui va à l'encontre. C'est pour ça que je me suis toujours positionné, puis j'ai donné le maximum sur les terrains à chaque fois. Voilà. Alexis ? Ouais, ça me posait une question qui a rien à voir, mais justement que je trouve intéressante. C'était Euro 92, justement, avec Gérard Houllier. Dont vous êtes, Il est adjoint de Michel Platini. Voilà, oui, justement. C'est Michel Platini qui est l'entraîneur. Mais il y a Houllier, vous êtes numéro 10. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué à cette génération qui était quand même, sur le papier, quand même exceptionnelle aussi ? La 92, moi c'est ma dernière sélection, c'est ma 60e sélection contre le Danemark, mais il faut que tu saches que le Danemark, ça a été comme été un invité de dernière minute. Pas de Yougoslavie. Pas de Yougoslavie. Parce que la Yougoslavie, eux ils sont venus, les Danois, ils n'ont même pas fait de préparation. Hein. Certains étaient même en vacances. Hein, ils sont venus directement, ils sont venus pour jouer cette compétition. Mais c'est vrai que toi, quand tu as Michel Platini, qui est quand même le sélectionneur, avec Gérard Houllier, qui est son adjoint, et c'est vrai que quand on arrive dans cette compétition, on arrive quand même avec déjà, on va dire, une série de matchs invaincus. Qualification invaincue, je pense que c'est la première d'histoire pour l'équipe de France. Vous êtes les favoris de cette compétition, avec Papin notamment à l'attaque. C'est vrai qu'on attaque ce premier match contre la Suède, là, on se fait accrocher, on fait match nul, puis après l'Angleterre, puis voilà, c'est... Ça joue pas grand-chose, toi qui as vécu ça de l'intérieur, tu te dis... Tu sais, c'est la génération, elle est quand même... C'est la génération qui perd en 94 après. Enfin, c'est vrai que même avec une grande génération, on est passé à côté d'un événement. Et on était, c'est un grand regret pour vous, un grand regret avec l'équipe de France. Non, mais moi, tu sais, allé en demi-finale. J'ai pris, tu peux pas savoir le plaisir énorme que j'ai pris à porter ce maillot. Parce que pour moi, le maillot de l'équipe de France, quand tu es champion d'Europe en 84 au Parc des Princes, quand tu commences contre le Danemark, quand ensuite tu vas à Sopin, là-bas, tu vas à la Beaujoire, tu joues le deuxième contre
contre la Belgique, quand tu vois le 3e à Geoffrey Guichard, quand tu passes le 4e au Stade Vélodrome contre le Portugal, quand tu viens au Parc des Princes, quand tu as fait ces 5, tu sais, des allers-retours, quand tu vois la ferveur du peuple de France avec cette équipe de France, avec cette génération, la génération et Michel Platini, je veux dire que ces moments-là, je suis pas prêt de les oublier parce que dans ces stades-là, on a vécu des grands moments et en plus j'ai eu l'occasion de marquer un but contre la Belgique à Beaujoire. C'est-à-dire que après en 92. Voilà, il y a 86 aussi, France-Brésil, c'est un moment. Mais quand tu me dis 92, c'est que déjà j'ai eu la chance de revenir dans cette équipe de France parce que je revenais de blessure, j'ai refait surface en rejoignant la SCAN. Déjà, je finissais à 60, voilà, j'aurais bien aimé en faire 20, 30 de plus. Mais c'est vrai, la qualité. À cette époque, t'as le recul pour voir un peu ce qui. Tu sais que t'as Laurent Blanc dans cette équipe. T'as Laurent Blanc dans cette équipe. T'as du Basile Boli. T'as Didier Deschamps. T'as du Papin. T'as du Cantona. C'est énorme. On a une équipe. T'as Sauzet, je pense aussi. Ouais, t'as Franck Sauzet. Non, mais c'est des joueurs qui, quand tu vois le Cantona du côté de Manchester United, quand tu vois le Papin qui deviendra Ballon d'Or, quand tu vois Laurent Blanc et tu vois Basile derrière, moi j'ai pris du plaisir avec eux. Je les ai aimés parce que quand aujourd'hui derrière Deschamps il est champion du monde. T'as Laurent Blanc est champion du monde. Et Zidane qui a commencé avec moi sa carrière à la SCAN, il va faire son parcours entre Bordeaux et s'en va à la Juve et il finit au Real de Madrid et puis il est champion du monde. Au moins je les ai eu à mes côtés, je les ai touchés, j'ai discuté, j'ai parlé avec eux. C'est des souvenirs que je ne suis pas prêt d'oublier, ça. Louis, par la suite, vous allez rejoindre Cannes, juste dans quelques étapes évidemment, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Vous allez remplacer Eric Mombert. Oui. Comment est-ce que... alors c'est Francis Borilly, le président à l'époque, qui vous convainc. Vous étiez joueur encore. Hein. Ouais, parce que j'étais... déjà, il faut que tu... L'histoire du PSG, c'est avec Francis Borilly. Hein. J'étais son fils, mais il m'a maltraité. Hein. Parce que quand il me fait partir du PSG au Matra, j'aurais préféré rester au PSG. Hein, ça je peux dire. Mais bon, c'est comme ça. On peut plus y revenir. Mais Francis, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je le retrouve dans mon parcours du côté de Cannes. Et on va écouter justement, puisque vous réalisez des miracles avec Cannes. Vous faites monter le club en première division. On va écouter ça. C'est le premier exploit avec Cannes. Cannes, stade de la Boca, mardi 20h40. Côté court, Luis Fernandez endosse sa tenue. Le show de l'entraîneur cannois va débuter. Deuxième division. Un grand merci. Oh, Joe, attention, Rainer, c'est nous. Très bien. Attention, Rainer. Oh, Rainer. Là, c'est pas vrai. Joe. Vous nous manquez, Louis, sur le bord. On se rend bien de toutes ces scènes-là, c'est nos scènes d'enfance pour nous, d'adolescence. Il y avait une cassette qui a été faite sur votre carrière. Ouais, j'ai vu. Il y a longtemps, on la regardait l'après-midi. J'en ai vu des morceaux, mais bon, pour te dire, c'est des grands souvenirs. Parce que, tu sais, quand tu prends ce groupe, c'est un groupe avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer, et puis on doit absolument essayer de faire revenir l'AS Cannes, parce que, tu sais, Cannes, c'est le club où je refais surface. Et Jean Fernandez, comme personnel aussi à Charlie Loubet, qui est parti il n'y a pas longtemps, avec Albert Raymond, c'était les entraîneurs, et ils m'ont demandé de revenir, et Alain Pedretti, qui en était le président, avec Bruno Bellone. J'ai refait surface dans ce club, j'ai pris un plaisir énorme, et j'avais envie d'essayer de rendre ce que le club m'a apporté avec ses joueurs. Et puis quand on descend avec Boro Primorac, aussi un très très bon entraîneur, que j'ai eu l'occasion d'avoir à l'ESCAN, on est descendu, quand tu es sur le point il faut les faire remonter. J'ai failli aller à Nîmes, ça n'a pas pu se faire. C'était Michel Mézy qui était là-bas. Je souhaitais, mais ma femme, elle a vu qu'elle voulait rester à Cannes. On a resté à Cannes. Et puis quand je suis revenu à Cannes. Et vous finirez par devenir être élu meilleur entraîneur de première division. Oui, mais c'est pour ça que je travaillais mieux avec le football qu'à l'école. Ça, c'est sûr. J'étais là, j'ai eu tous les diplômes, même le DEPF, en meilleur entraîneur, meilleur joueur. C'est pour ça que c'est vrai que pour réussir, il te faut tomber, et un homme aussi énormément, parce que quand tu deviens entraîneur, tu appelles celui qui t'a formé, c'est Pierre Alonso. Et pour moi, Pierre Alonso, il me fallait absolument qu'il soit... Papa de Jérôme. Papa de Jérôme. Il me fallait qu'il soit absolument à mes côtés, parce que c'est lui qui m'a vraiment propulsé vers le haut. Et quand tu es à l'AS Cannes, tu t'entoures de personnes avec lesquelles tu peux éventuellement réussir. Et puis les joueurs remarquables, hein, les Priou, les Madar. Alors on va en parler parce que c'est le thème du jeu dans quelques instants. On va se quitter comme ça, ils attendent ça. Mais j'ai pas eu le temps de réviser. Parce que moi, ça, c'est des garçons. Il y a quelques grands joueurs qu'on a suivis. Et puis tu as du Rix qui a eu une sélection, tout ça, c'est. Moi, William Ayash, et puis. Alors donnez pas tous les noms parce que je vais vous les interroger. Avec Patrice Lestage aussi qui est décédé, tu vois, ils m'ont. Tu sais, je démarre, je commence. C'était une belle génération. Et puis après, tu
t'as Johan Micou, t'as des Patrick Vieira que je lance dans le grand bain, et puis voilà, l'AS Cannes, c'est un club qui a aussi, tu sais, t'as le Paris Saint-Germain one, two Cannes, et three Bilbao. Ouais, ça c'est pour moi, j'ai pris un plaisir à être dans ces clubs, tu peux pas savoir, c'est aussi bien avec les supporters qu'avec les joueurs ou les entraîneurs, les supporters. Avant de revenir sur Cannes, Louis, donc vous signez ensuite au Paris Saint-Germain. Alors il y a des choses qu'on oublie peut-être, mais vous avez quelques innovations tactiques que vous mettez en place et qui vont durer dans le temps. Vous replacez Daniel Bravo, milieu de terrain défensif. Vous faites réémerger Rai, qu'on avait complètement oublié, en tout cas qui allait partir du PSG. Moi, on m'a demandé de le faire partir. Et pourquoi vous tenez à lui? Parce que c'est toujours cet amour c'est pas des Brésiliens. Amour, parce que d'abord déjà en tant qu'entraîneur, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand je rentre dans un club, il faut que tu respectes un peu l'institution. C'est pas toi le décideur, c'est pas toi qui a les finances. T'as des gens qui dirigent, qui ont certainement un budget, et tu es obligé d'en tenir compte, parce que sinon, si je te cite que Roberto Carlos, je vais te montrer la photo tout à l'heure. Alors j'allais y venir. Roberto Carlos, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Là, j'ai rencontré en Turquie pendant la finale, et quand on s'est embrassé, parce qu'il sait qu'il y a une histoire entre lui et moi. Alors rappelez-nous l'histoire, vous deviez le faire signer. Hein. Non, parce que j'ai envoyé un ami à moi, parce que je regardais le football brésilien, parce que moi, comme tout à l'heure je vous dis, le football brésilien, je suis amoureux, puis quand je tombe sur un match Sao Paulo où il joue avec la Parmalat, j'ai un ami brésilien qui était agent, avec un ami à moi, mon meilleur ami d'enfance. Il dit, est-ce que tu peux partir là-bas, voir les dirigeants, parce que je veux savoir quel est le prix de ce joueur, parce que je viens de le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est comme lorsque tu me dis, Enzo, comment tu l'as fait? C'est pareil. C'est mes yeux, c'est pas quelqu'un qui... Non, et quand j'envoie quelqu'un le voir, et le président, et j'ai au téléphone mon ami, me dit, il veut le temps. Ben c'est facile, c'est raisonnable. Et le soir, quand ils vont au match pour voir Roberto me prend au téléphone, il dit, Louis, je suis content, il parle en espagnol, le brésilien, tu vois, on arrive à se comprendre. Il était heureux, il était content que je suis en train de penser à lui. Et puis après, on me dit, non, on a ce qu'il faut à la maison. Et puis bon, j'ai pas. C'était qui c'est votre plus grand regret? Voltaire. Non, mais je respecte Patrick, parce que Patrick a été un joueur remarquable sur son côté gauche, il m'a apporté. Mais après, quand j'allais jouer en Espagne, quand je jouais Real de Madrid contre Bilbao, il venait m'embrasser. Les gens de Bilbao me disaient, pourquoi il t'embrasse lui? Tu l'as jamais entraîné, tu n'as jamais joué avec lui. Pourquoi? Vous inquiétez pas, il y a une histoire entre lui et moi. Et puis il y a Trezeguet aussi, qui a porté le maillot du PSG. Trezeguet, il l'a dit dernièrement, c'est qu'il sort de l'appartement. Il voulait le mettre à la formation, alors que moi j'avais décidé que je voulais que lui et Nicolas Anelka s'entraînent avec l'équipe professionnelle. Parce que pour moi, David Trezeguet, pendant 15 jours, 3 semaines, quand tu le vois en stage à Châteauroux, tu prends. J'avais Bernard Alou qui était dans sa chambre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il me dort, le coach, il dort, il se repose. Le matin, il arrivait des exercices physiques ou des exercices techniques, et l'après-midi dans le jeu, il mettait but sur but. Pour ça, les gens me disaient, Louis, il faut le garder, il faut le garder. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais si la direction te dit, on peut pas, j'ai pas insisté. Moi, Il a expliqué par la suite qu'il avait demandé à ce qu'on donne un appartement à ses parents pour qu'ils puissent loger dans la même ville que lui. Moi, après, Jean Tiganet est entraîneur de Monaco. Et quand il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, j'en pense que du bien. Tu peux y aller les yeux fermés. Et après, quand Gérard Rouillet devient entraîneur de l'équipe U20 et des Espoirs, l'attaque, c'était Thierry Henry, Nicolas Anelka et M. David Trezeguet. C'était pas mal. C'est-à-dire sur les trois, il y en avait deux que j'aurais pu éventuellement avoir avec moi. Alors, il y a un dernier souvenir du PSG que je voudrais qu'on fasse écouter à nos auditeurs. On est en 95 contre le Barcelone. C'est du grand football. Allez, Vincent. Belle frappe. Et but. Oui, Vincent. Allez, Vincent. Oui. Formidable, il le mérite 100 fois. 100 fois, il mérite ce but. Entre le match aller et le match retour, il est formidable, Vincent. Oui, si vous éliminez votre merci à Jean-Michel Larquet et à Thierry Roland, parce qu'au commentaire, c'était déjà avec 84 aussi, j'ai vu sur TF1. Sur TF1, mais on élimine le Barça de Johan Cruyff. Votre idole? Cruyff, mon idole, mon idole pas... mon idole comme entraîneur, oui. C'est vrai que c'est l'entraîneur qui m'a marqué. C'est l'entraîneur qui m'a donné envie de constituer, de faire des animations de jeu. Et c'est quand il a inventé le poste, je te disais, c'est lui qui a inventé le Guardiola. Mais quand on l'élimine, je me souviendrai toujours, c'est au match aller, quand il se met à côté de moi et qu'il me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, laisse-les jouer, ce sont les acteurs, nous on va les regarder. Je dis, c'est pas possible, c'est Johan. C'est votre plus beau souvenir d'entraîneur avec le PSG, ouais. Et la victoire en Coupe des Coupes? C'est la victoire de la Coupe des Coupes, mais c'est... L'extrait où vous dites à Bruno Ngotti de tirer lui le coup franc, c'est extraordinaire. Non, parce que Yuri voulait frapper, mais c'était pas la distance de Yuri. Parce que Yuri à 20 mètres, oui. Mais là, c'est à 30 mètres, tu dis, fais une passe laisse frapper Bruno, parce que Bruno, aux entraînements, sur ses frappes de balles de 25, 30, 40 mètres, c'était impressionnant. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça frappait fort, et puis il était costaud, il était solide. Ça a toujours été un plaisir de le revoir, mais c'est vrai que Yuri, c'était aussi un joueur
joueur, j'ai pas compris. Magnifique. Il a fait 1 an, il est parti. C'est pour ça que tu vois, c'est ce qui m'insupporte, c'est qu'à une époque aussi, il faut que vous sachiez, c'est que beaucoup de joueurs, Paris c'était un tremplin. On vient à Paris, on brille à Paris et on s'en va jouer dans les grands. En Italie notamment. Aujourd'hui, quand ils viennent à Paris, ils veulent rester à Paris. Hein. Ça, c'est l'avantage des Qataris. Allez, messieurs, on va jouer pour terminer cette émission autour de Luis Fernandez. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Donc Luis Fernandez signe à l'été 89 à Cannes. Quel futur sélectionneur fait alors partie de l'effectif cannois? Quel ancien sélectionneur? Ouais. Non, quel futur sélectionneur? Futur sélectionneur. Futur de l'équipe de France? Zinedine Zidane? Non. Je sais pas, c'est. Je sais pas, futur, il sera futur sélectionneur. Non, futur. Ah, il le sera. Écoute. Louis, vous voyez? Ah oui, ça doit pas être de l'équipe de France, alors t'es un vicieux, je te connais. Si. Ah bon? Si. Mais il n'y a pas que les masculines. Bah, Laurent Blanc? Non. Ah, pas les masculines, Hervé Renard. Hervé Renard. Ah mais c'est. Ah non mais c'est voilà. Pour les filles. Non mais oui. c'est pas clair. J'ai dit quel futur sélectionneur. Dis plutôt pour les filles. Là oui, parce que moi je suis pas chercher. Si Louis te dit que c'est pas clair, c'est pas clair. Parce que la scan derrière ça a plongé. Quel futur joueur du PSG faisait également partie de l'effectif de Cannes à cette époque-là? Futur joueur du Paris Saint-Germain. Madar. Madar, ouais, pas mal. Non, pas encore. Pas en 89. Un défenseur. Ah bah William Ayache, non? Non. Il était avant. On a pas une indication sur le droit, gauche, centre? Je crois que c'était droit, je suis pas très sûr. Latéral, je crois même. Ah, Sassus. Ah putain, je te jure que j'allais le dire. Le point pour son âme aussi. À la fin de la saison 92-93, Cannes joue les barrages contre Valenciennes, en pleine affaire VAOM. Lors du match retour, qui ouvre le score pour Cannes? Priou. Non, à l'aller, à Priou, c'est celui qui marque à l'aller. Et au retour? Au retour, on se fait pas 0-0? Non. T'es sûr, toi? Ouais. Pégard Fexad. Ça regarde bien. Pas du Rix, pas Madar, Priou. Michael Madar. Le point pour Luis. T'es sûr qu'il y a. T'es sûr qu'au retour, j'ai il y a un bossé 0? toute la soirée. Non, mais il y a beaucoup d'erreurs. C'est très imprécis tout ça. Écoutez, messieurs, sur quel véhicule les Cannois fait-ils leur montée en D1 sur la croisette? C'est un camion. Mais lequel? Un camion quoi? C'est un peu particulier. C'est un gros camion. On était en. Non. On était là-haut, je sais pas où. Alors ne me demande pas la marque du camion. C'est un camion Ben. C'est une vraie question ça. C'est une vraie question. C'est pas possible. Quel était alors le sponsor maillot principal à domicile de l'AS Cannes lors de la saison suivante? Donc on est en D1. Leclerc. Non. C'est pas Leclerc. Non. Plus tard. C'est samedi quelque chose. Alors là. C'est un des symboles de Cannes. Ah vas-y, c'est pas le casino ou le. Presque. Palm Beach. Partouche. Palm Beach. Palm Beach. Le point. Ah ouais. Qui suis-je? Je suis né aux Pays-Bas. Je suis né aux Pays-Bas. J'ai signé à Cannes. Adicot. Ok, voilà le point pour Luis. Oh, c'est magnifique. Il est en provenance du PSV Eindhoven. J'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Je suis un milieu de terrain. Mon arrivée à Cannes est suivie avec énormément d'attention dans mon pays qui diffuse tous les matchs de la AS Cannes cette saison-là. Talbanine. Ah, oh là là, ouais. C'est vous qui le repérez, Talbanine? Comment? Avec des images que j'ai eu l'occasion de voir en Israël, tout ça. Ah, c'est un joueur qui montrait des facilités techniques. Ouais. Ça a donné quoi à Cannes? Il est resté. Il est pas resté. Ouais, il était bien. Ouais, il était apprécié, il était aimé parce qu'il était encore. Je l'ai dit en plus de minutes avant. Il n'y avait pas longtemps. Quel est le meilleur buteur cannois de cette saison en première division? Franck Priou. Franck Priou, le point pour Alexis. Allez, il reste 2 questions. C'est la dernière question. Elle vaut 3 points. Ouais. Le 13 octobre 1994, l'AS Cannes reçoit le Paris Saint-Germain. Oui, j'ai eu avec l'entraîneur Ivic. Devant 11 000 spectateurs, votre équipe, Louis, crée l'exploit. Ouais, on les bat. 3-2. Ouais. Donnez-moi d'abord les 2 buts pour le Paris Saint-Germain. Qui marque pour le Paris Saint-Germain ce soir-là? Elle est dure celle-là. C'est quiz de centième ça. Oui. Moi je sais que c'est Bernard Lama qui est dans les buts. Oui. Ça. Alors qui marque déjà pour le PSG? C'est facile. Ginola. Ouéa. Benjamin. Ouéa. Non. Rai. Non. Valdo. Allez, 2 points pour Benjamin. Et alors, on termine avec ça, les 3 buteurs cannois. Mikou. Madar. Oui, j'ai bossé aussi. Hein. Mikou, oui. Le premier, c'est un collector pour moi. Robbie Rangers. Il peut le trouver lui. Non. Attaquant que j'ai beaucoup aimé à Cannes. C'est comment il s'appelle un des meilleurs buteurs de l'époque, enfin de cette saison-là en tout cas. C'est pas non. Alors là je vois. Il est né de Croatie si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pas vu Vic. Non, c'est il était au FC Metz. C'est ils l'ont fait signer le gaucher là qui était techniquement il jouait au FC Metz. Excellent. En plus avec un K. Ça vous aide? Non. Cause. Ah oui, Cause. Non.
Koznikou. C'est Koznikou. Ah, c'est pas celui-là que je pense. Et le dernier Koznikou, Mikou. Et le dernier Madar, Ayash. Durix. Non. Louis, vous l'avez Orlaville. Christophe. C'est qui dans les buts à la SCAN? C'est le maçon? Le maçon. Le maçon. Luis Fernandez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a passé un très très bon moment pour cette 100e de Classico. Grand plaisir, merci à vous Benjamin et Alexis. Belle soirée sur Radio J avec Cyril Sarah Cohen et Avner Azoulay. On vous attend lundi prochain pour un nouveau numéro de Classico.